Négociations entre Américains et Soviétiques pour la suppression des missiles nucléaires en Europe. Le président Reagan estime que l'on n'a jamais été aussi près d'un accord historique. Pour relancer le disque, le gouvernement réduit le taux de TVA qui jusqu'à présent était le même que celui des produits de luxe. Sondage, les automobilistes français largement en faveur de la limitation de vitesse et d'accord pour que les excès soient sévèrement punis. Une journée supplémentaire de détention pour Marcel Carton, Marcel Fontaine, Jean-Paul Kaufmann, Jean-Louis Normandin d'Antenne 2 et Roger Hawke. Les otages français au Liban n'ont toujours pas été libérés. Madame, Monsieur, bonsoir. Un bon sujet de réflexion ou de discussion, comme vous voudrez, pour les 6,5 millions de Français qui vont se trouver sur les routes du retour de vacances ce week-end. En effet, un sondage réalisé par l'Institut Louis Harris pour le compte du magazine L'Automobile sur le thème de la vitesse, avec des réponses qui vont toutes dans le même sens. Une large majorité pour le maintien de la limitation de vitesse, y compris sur les autoroutes. Les Français estiment par ailleurs que les sanctions contre les excès de vitesse sont justes et une majorité encore affirme que la puissance de la voiture n'est pas l'élément le plus important au moment de l'achat. Les explications de Michel Perrault. Objet de bien des craintes, pour certains le cauchemar de la route, le radar a encore frappé. Vous semblez pourtant fort raisonnable. 87% des Français se déclarent favorables aux limitations de vitesse. Les femmes davantage que les hommes, les aînés plus que les jeunes. Une déclaration de principe, semble-t-il, car interrogé au volant, on est plus nuancé. Je trouve que 130 km sur l'autoroute, c'est quand même pas assez. Parce que je pense que c'est pas la limitation de vitesse qui crée, l'excès de vitesse qui crée les accidents, c'est le mauvais état des routes. Vous ne roulez jamais vite? Pas trop, non. Pourquoi? Parce que j'ai peur. Vite, j'ai peur. J'en ai absolument rien à foutre. La vitesse, elle m'apporte, lorsque j'ai besoin d'y recourir, et lorsque je peux le faire en toute sécurité, tant pour moi-même que pour les autres usagers de la route, elle m'apporte un plus au niveau professionnel, puisqu'il m'arrive d'être dans la nécessité de me déplacer rapidement. Et bien évidemment, il ne s'agit pas pour moi, comme pour l'immense majorité des personnes qui défendent encore la vitesse libre en France, même si elles sont, semble-t-il, minoritaires d'après ce sondage, il ne s'agit pas d'une drogue, comme on peut essayer de le faire croire dans le camp des tenants de la limitation de vitesse à tout craint. Pourtant, si dans ce sondage, plus d'une personne sur deux affirme avoir peur de la vitesse en voiture, on veut rouler plus vite, mais en se justifiant. Alors, n'y aurait-il pas aussi la recherche inavouable du grand frisson? Il suffit d'appuyer sur un champignon pour vous donner une sensation de puissance, de maîtrise, d'indépendance totale, en même temps qu'elle vous donne l'impression d'être dans le cocon maternel, dans un refuge particulier. Quelle sensation d'euphorie, de liberté, de vitesse. Et donc on peut comprendre que la vitesse, au même titre que la sexualité, puisse donner une exaltation érotique considérable. 1 million de contraventions l'année dernière pour excès de vitesse. Les autorités constatent que la vitesse moyenne des automobilistes augmente d'1 km/h chaque année. Je crois qu'il y a une différence entre la perception intellectuelle et la conviction qu'on peut avoir que la vitesse est vraiment dangereuse et la prise en compte dans son comportement quotidien du fait que cette vitesse est de plus en plus tentante parce que les véhicules sont de plus en plus modernes et vont de plus en plus vite. La vitesse, argument de vente des constructeurs. Pourtant, 1% seulement des personnes interrogées reconnaissent que c'est la vitesse qui est l'élément décisif de leur achat. Alors, une contradiction de plus? L'Europe sans missiles nucléaires américains ni soviétiques. Le président Reagan estime que l'on est proche d'un accord qu'il qualifie d'historique. Un accord désormais possible après la décision hier du chancelier d'Allemagne de l'Ouest de ne pas moderniser les fusées nucléaires à moyenne portée mises à sa disposition sur son territoire par les États-Unis, ce qui veut dire y renoncer à terme une fois la négociation terminée. Le président américain qui termine son second mandat et qui ne pourra donc, selon la Constitution américaine, se représenter, veut absolument aboutir à cet accord. C'est du moins l'impression très nette qu'il donne. De Washington, notre correspondant Jacques Abouchard.
Dans son discours de Los Angeles, M. Ronald Reagan a démontré une fois de plus qu'il était un homme de conviction. Ainsi estime-t-il que l'accord avec les Russes sur le désarmement est à portée de main. Un accord de caractère historique après des années de discussions entre experts et de rencontres ministérielles. Ne dressez pas de nouveaux obstacles, a dit en substance le président américain à l'intention de Mikhail Gorbatchev. Il est vrai qu'une difficulté de taille vient d'être écartée grâce à un coup de pouce du chancelier Kohl. Il renonce à moderniser les fusées Pershing de l'armée de l'air ouest-allemande si les deux super grands parviennent à s'entendre pour éliminer tous les missiles de moyenne portée, c'est-à-dire comprises entre 500 et 5000 km. Ce traité, Ronald Reagan veut le signer pour redorer son blason après les péripéties du scandale des ventes d'armes à l'Iran. Son autorité, sa compétence, sa popularité en ont souffert. Mais il y a plus. M. Reagan veut que son nom reste associé dans l'histoire à un grand projet, comme celui de Jimmy Carter, l'est à l'accord de Camp David. Or, après 7 ans de présidence réganienne, la page est toujours blanche. La réponse des Soviétiques à la décision de M. Helmut Kohl a été annoncée cet après-midi par M. Gerasimov, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères à Moscou. Réponse favorable, on s'en doute, à quelques réserves près. Ce qu'il faut essayer de comprendre maintenant, c'est la signification, je dirais, de la décision allemande et les conséquences surtout qu'un accord éventuel entre soviétiques et américains peut avoir sur le plan stratégique et politique pour l'Europe en général et pour nous, Français, en particulier. Pierre Serra. Écoutez, c'est vrai que les Soviétiques et les Américains vont finalement peut-être se mettre d'accord pour éliminer les fusées intermédiaires, mais il reste que l'Europe occidentale se trouve justement dans une zone intermédiaire entre Moscou et Washington. Alors la France dispose de forces stratégiques, indépendantes, les fusées françaises du plateau d'Albion portent à 3000 km et les sous-marins nucléaires sont armés de fusées intercontinentales. Donc en principe, pas de répercussions pour la défense de la France, mais des inquiétudes. Car l'on peut craindre que Moscou, ayant obtenu satisfaction sur le plan allemand, néglige avant d'aller plus loin dans son accord avec Washington que soient prises en compte ces forces françaises, et même les forces britanniques d'ailleurs. Londres et Paris l'ont déjà affirmé, il n'est pas question de négocier, sauf à partir du moment où les deux superpuissances, poursuivant leur logique de désarmement, s'entendront pour détruire leurs propres armements stratégiques intercontinentaux. Et on n'en est pas encore là. Et l'accord prévisible entre Reagan et Gorbatchev sera accueilli favorablement en apparence, à Paris comme à Londres, car à terme, il ne remet pas en question les systèmes de défense britanniques et anglais, mais à terme seulement. Ce n'est pas au tournage d'un film policier que vous allez assister maintenant, mais à une scène d'actualité bien réelle qui s'est déroulée au Brésil, dans les favelas de Rio de Janeiro, c'est-à-dire les banlieues pauvres de la plus grande ville du pays. La police avait décidé d'y lancer une grande opération antidrogue. Résultat, vous allez le voir, beaucoup de bruit, beaucoup de violence, mais un très maigre butin, si ce n'est des armes qui, curieusement d'ailleurs, avaient été dérobées dans les arsenaux de la police. Michel Monpontet. Bataille de rue dans les favelas de Rio. Après une semaine où les règlements de compte entre deux bandes rivales ont fait 8 morts, la police brésilienne a décidé de tenter un grand coup. L'assaut de la favela de Santa Maria et la capture des 2 caïds de la drogue qui ont fait de ces quartiers déshérités leur chasse gardée et leur base imprenable. Dans ces ruelles en pente, 50 000 repris de justice vivent et commercent en toute liberté. Les prisons de Rio, bondées, ne peuvent plus les héberger. Ce sont eux qui protègent les caïds et leur assurent l'écoulement et le contrôle de la cocaïne. Mais cette opération de police, qui devait être une première et un triomphe, s'est soldée par un total fiasco. Les 2 chefs qui contrôlent Santa Maria ont réussi, grâce à des complicités, à s'échapper. Et comme pour rajouter à cette déconfiture, les membres de la police militaire et de la police civile ont failli, dans une totale confusion, en venir aux mains. Le seul butin de l'opération est à l'image de la situation de Rio. L'arsenal, découvert dans une des planques des dealers, sort tout droit des armureries de cette drôle de police. En Afrique du Sud, au lendemain des négociations avortées entre les syndicats de mineurs noirs et leurs employeurs, les sociétés minières ont repris leur vague de licenciements. 7000 mineurs ont été licenciés aujourd'hui, jeudi, et 6000 autres sont sur le point de l'être. Le désaccord porte toujours sur les négociations de salaire et l'on voit mal aujourd'hui comment la situation pourrait désormais rapidement se débloquer. De Johannesburg, je vous propose d'écouter le correspondant de l'AFP, Christian Chaise. Les licenciements de grévistes ont repris de plus belle.
Les 6 000 mineurs noirs qui avaient perdu leur emploi la semaine dernière ont été rejoints par 7 000 autres grévistes et 6 000 vont bientôt suivre, alors que des milliers d'autres sont menacés ou déjà condamnés. Ces vagues de licenciements n'ont rien de surprenant après le rejet par le syndicat des mineurs de l'offre faite par le patronat. Après 18 jours de conflit, les compagnies minières ont en effet visiblement décidé qu'elles ne pouvaient plus attendre. Leur manque à gagner exact est un secret bien gardé, mais il est certain qu'il se chiffre à plusieurs millions de dollars par jour. La reprise du travail dans les mines d'or est donc devenue pour elles une priorité quasi absolue. Aucune solution n'est en tout cas en vue. Bien au contraire, on pourrait même assister à une extension du conflit. La plus grande confédération syndicale noire d'Afrique du Sud, le COSATU, ayant menacé de prendre des actions de solidarité avec les mineurs dans d'autres branches de l'économie. Johannesburg, Christian Chaise, AFP Audio pour Antenne 2. Défilé de prisonniers libyens dans les rues de N'Djamena, la capitale du Tchad. Des soldats capturés lors des derniers combats autour de la localité frontalière d'Aouzou, où les Tchadiens ont, vous le savez, résisté à une contre-offensive de l'armée libyenne. Le dramatique suspense de la prison italienne de l'île d'Elbe se poursuit. 48 heures après le début de la prise d'otage de membres du personnel par 8 prisonniers, un otage seulement a été libéré. Aujourd'hui, il s'agit d'un gardien. Les négociations traînent en longueur et l'on imagine aisément la tension, l'angoisse qui doit régner à l'intérieur de l'infirmerie où sont enfermés mutins et otages, dont certains, comme vous allez le voir, sont attachés aux fenêtres pour éviter un éventuel tir de la police. Jérôme Bonny. Sur cette fenêtre du pénitencier de Porto Azzurro, la fenêtre de l'infirmerie, 2 otages attachés au barreau, 2 gardiens, les mains ligotées derrière la tête. Remplacés toutes les heures, ils servent de boucliers vivants contre d'éventuels tireurs d'élite. Ils servent aussi d'avertissement. Leurs vêtements ont été imbibés d'essence et ils peuvent à tout moment être transformés en torches vivantes. Cette nuit, l'un des 22 otages a été libéré, le gardien-chef, qui explique que les mutins sont armés de pistolets, d'explosifs et de 300 litres d'essence. Tous les 6 ont été condamnés à perpétuité pour meurtre. À leur tête, le terroriste néofasciste Mario Tutti menace, selon ses termes, de faire un massacre si une action est tentée contre lui. Pour la première fois aujourd'hui, 3 otages ont pu parler au téléphone avec des proches. D'autres familles attendent sans nouvelles. Au-dessus de leur tête, peut-être l'annonce d'un dénouement. Cet hélicoptère de la marine pourrait être celui que réclament les mutins depuis lundi pour se rendre en Sardaigne, dont 4 d'entre eux sont originaires. Pourtant, le cabinet de crise constitué à Rome pose comme préalable la libération de la seule femme parmi les otages, l'assistante sociale. Les autorités essaient de gagner du temps pour trouver un moyen d'éviter une évasion spectaculaire d'un personnage clé du terrorisme noir qui pourrait donner un coup de fouet à l'extrême droite italienne. Nouvelle-Calédonie, à Nouméa, 8 anti-indépendantistes ont été interpellés aujourd'hui. La situation est calme. En revanche, après l'attaque de M. Chirac contre l'Australie et la Nouvelle-Zélande, qu'il accuse de vouloir chasser hypocritement la France de cette région, réponse musclée du Premier ministre néo-zélandais, M. Lange, parlant de la répression aveugle des forces de l'ordre françaises contre les Kanaks. Et aussi, y a-t-il un rapport ou non? De son côté, la compagnie aérienne nationale australienne fait savoir aujourd'hui qu'elle renoncera peut-être à acheter 9 Airbus A320, l'avion européen qu'elle avait pourtant commandé. 48 heures après le meurtre d'un gendarme près de Biscarrosse dans les Landes, les policiers sont toujours à la recherche de l'assassin présumé, Philippe Bidart, numéro 1 du mouvement indépendantiste basque français, Ipar-Etarak. Un seul élément nouveau et tangible dans cette traque, une Ford Sierra retrouvée à Bordeaux et qui serait l'une des voitures empruntées par Philippe Bidart et sa compagne dans sa cavale. Dominique Thiers. Maigre consolation pour les 1500 hommes qui traquent Philippe Bidart et sa complice. Cette voiture retrouvée cet après-midi dans le centre de Bordeaux, une Ford Sierra bleue. Mardi après-midi, après la fusillade de Biscarrosse, Bidart et sa compagne Lucienne Fourcade avaient volé ce véhicule à des touristes allemands après avoir abandonné leur 4L endommagé. Le plan épervier a été étendu au département des Hautes-Pyrénées. Inlassablement, gendarmes et policiers fouillent les campings, les hôtels. Les contrôles sur les routes nationales et départementales se poursuivent. À l'heure actuelle, nos recherches sont orientées dans le sud de la Gironde, sur l'agglomération bordelaise et bien évidemment également au Pays Basque.
Dans les aéroports de la région, même dispositif d'alerte. Selon plusieurs témoignages, Bidart aurait été aperçu près de Saint-Jean-de-Luz. D'autres renseignements le localisent dans la région de Lourdes. Bref, les standards des commissariats de la région sont surchargés d'appels. Mais Philippe Bidart et Lucienne Fourcade restent pour l'instant introuvables. En politique, l'ancien ministre de l'Éducation nationale socialiste, M. Jean-Pierre Chevènement, a rencontré aujourd'hui le président de la République à l'Élysée, sans doute pour lui faire part de sa décision qu'il rendra publique samedi, en tout cas, de se présenter comme candidat à l'élection présidentielle au cas où M. Mitterrand renoncerait lui-même à un second mandat. Est-ce pour faire plaisir à la star du rock, Madonna, qu'il trouve super sympa et qui est arrivée cet après-midi en France? En tout cas, le Premier ministre, M. Chirac, a décidé de venir en aide à l'industrie du disque et de la cassette en ramenant la TVA sur ces produits de 33,3%, très exactement, à 18,5%. Jusqu'à présent, en effet, ces produits étaient considérés comme des produits de luxe et donc susceptibles d'une TVA plus lourde. Et les professionnels avaient sollicité le ministre de la Culture, M. Léotard, qui était intervenu auprès du Premier ministre, car les ventes chutaient très sérieusement depuis quelque temps. Olivier Lerner. Le taux de la TVA sur les disques est de 33,1%, ce qui naturellement pénalise les disques, ce qui les rend plus chers. Et j'ai décidé de le ramener au taux normal de la TVA, c'est-à-dire à 18,5%, ce qui implique une baisse sensible du prix des disques. Cadeau de Jacques Chirac pour Noël prochain. Les disques et les cassettes coûteront donc moins cher. Cette mesure, réclamée depuis fort longtemps par les professionnels et vivement souhaitée par François Léotard, est aussi un geste en direction des jeunes. Manque à gagner pour l'État 680 millions de francs. Une décision spectaculaire qui devrait enrayer la chute libre des ventes de disques en France. C'est une nouvelle qu'on attendait depuis très longtemps. Elle arrive, c'est merveilleux, tout le monde va être très content. Ça va faire pour le public, je pense, une baisse d'environ 15%. Ce qui est très appréciable. Par exemple, un 33 tours, je l'achèterais bien facilement à 70 francs. Mais si ça dépasse 70 francs, je tique. C'est un pas décisif vers la reconnaissance du disque comme un bien culturel et donc vers une TVA au taux de 7% ainsi que nous le demandions. C'est aussi un très grand encouragement pour nous, pour favoriser la création musicale française, donner une nouvelle impulsion aux ventes de disques et permettre de recréer un réseau de disquaires en France. Suppression de la taxe sur les magnétoscopes, stabilisation de la redevance, baisse du prix du disque et des cassettes et confirmation aujourd'hui du prochain lancement d'une chaîne de télé musicale. Gestes électoraux, diront certains. Mais Jacques Chirac n'a pas voulu rester insensible aujourd'hui aux arguments des professionnels de la création musicale, comme il n'a pas fait la sourde oreille aux appels de sa fille Claude, qui l'a convaincu d'accueillir Madonna samedi prochain au Parc de Sceaux. Confirmation officielle de la hausse des prix en juillet en France par l'INSEE, plus 0,2%, c'est-à-dire 3,4% depuis le début de l'année. L'objectif initial était, je vous le rappelle, de 2,4% pour l'ensemble de l'année 1987. La régie Renault n'est pas à vendre. Pour protester contre le changement de statut de l'entreprise prévu par le gouvernement, quelques centaines de militants de la CGT ont occupé l'Opéra de Paris aujourd'hui et déroulé leur calicot sur la façade de l'établissement. En attendant le fameux Euro Disneyland dans la région parisienne, les parcs de loisirs en France se multiplient. On pense qu'il en sera construit une centaine d'ici à l'an 2000. Les industriels et les banquiers estiment que c'est une bonne affaire puisqu'ils investissent en masse dans ce secteur, mais tout de même, il faut le dire, et l'expérience le prouve déjà, c'est une activité qui est assez largement tributaire des conditions climatiques. Enquête d'Alain Doubeski et Jean-Louis Bousser. Entre moins 15 et moins 30% de recettes cet été dans les parcs d'attractions, qu'ils soient terrestres ou aquatiques. Partout la même réflexion, c'est à cause du mauvais temps, c'est une mauvaise année à passer, mais elle ne remet pas en cause l'avenir de notre industrie, disent les professionnels. Depuis au moins 4 ans, les gouvernements successifs vont dans le même sens. 60 milliards de francs vont être investis d'ici l'an 2000, afin d'attirer ou de retenir les touristes français et étrangers. En effet, selon les pouvoirs publics, l'industrie traditionnelle du tourisme a fait le plein dans certaines régions. Plus une place libre sur de longues parties du littoral. Il faut créer des sites artificiels de loisirs si la France veut conserver sa part du tourisme international. Mais ne va-t-on pas pêcher par excès? Une quinzaine de grands parcs fonctionnent actuellement.
Les parcs aquatiques, les aqualands. Ils se multiplient depuis 2 ans, une vingtaine existent déjà, plus de 15 devraient voir le jour d'ici 1989. Enfin, les grands projets de parcs de loisirs. 35 devraient ouvrir d'ici 5 ans, parmi eux bien sûr Disneyland. Alors, trop de parcs? Les professionnels concernés ne le pensent pas. Et malgré cette saison difficile, ils croient en l'avenir. On a beaucoup souffert cette année, mais comme ça fait 120 ans que ça ne nous est pas arrivé, je pense que pour l'année prochaine, on a déjà donné. Donc on aura du beau temps l'année prochaine. Et puis ça ne nous a jamais pénalisé que de 400 000 visiteurs à peu près sur la saison. Ce qui fait quand même qu'il y a déjà plus de 600 000 personnes qui sont venues et on terminera la saison à 1 200 000 visiteurs. C'est moins que les 1,6 million programmés, mais ça nous permet d'imaginer qu'en année 1, on sera quand même capable de faire mieux l'année prochaine. Les plus grands groupes du bâtiment, du tourisme ou de la banque, Bouygues, Général des Eaux, Club Méditerranée, Banque Dreyfus ou Paribas, sont partie prenante dans cette aventure. Ils ne la remettent pas en cause. Nous bâtissons pour le long terme, nos investissements sont lourds, nous avons des politiques à 4, 5 ou 10 ans à mener et ce ne sont pas les résultats d'une seule saison qui doivent nous faire peur. Donc vous y croyez? Donc j'y crois. Une étude récente du Bureau d'information et de prévision économique prévoit que les vacances en 1990 seront prises de façon plus courte et plus répétée. De quoi favoriser le tourisme de proximité. Exemple, la visite des parcs de loisirs, conclut ce bureau de prévision. Obsèque de Didier Pironi aujourd'hui dans le Var, dans la petite commune de Grimaud, où il s'était établi. Didier Pironi, décédé dimanche dernier en compagnie de notre confrère Bernard Giroux et de Jean-Claude Guénard qui se trouvaient avec lui à bord de son hors-bord. L'enterrement a eu lieu en présence d'une foule nombreuse, parmi lesquelles vous reconnaissez ses amis sportifs, Lafitte, Jabouille et Hubert Auriol, quelques grands noms du sport. La Fédération internationale de cyclisme est visiblement contre le proverbe qui dit que l'on n'a que l'âge de ses artères. En effet, le champion hollandais Joop Zoetemelk, qui a plus de 40 ans, ne pourra courir les prochains championnats du monde sur route la semaine prochaine. Car figurez-vous que la limite d'âge est justement de 40 ans pour cette épreuve. En attendant que ce règlement ne soit revu, Zoetemelk est déçu car il se sentait en forme et il faut rappeler qu'il y a 2 ans à peine, en 85, à 38 ans, il avait remporté ce titre de champion du monde. Francis Marotto. Italie, Montello, 1985, championnat du monde, la victoire pour Joop Zoetemelk à 38 ans. À l'âge où d'autres raccrochent, Zoetemelk décroche le titre mondial. Exceptionnel. Exceptionnel aussi la longévité du plus français des champions néerlandais. Exceptionnel enfin, son palmarès. Vainqueur du Tour de France en 1980, Hinault abandonne, Joop étonne. À 33 ans, il boucle le Tour en vainqueur, un Tour qu'il termine d'ailleurs 5 fois à la seconde place. Un autre Tour, la Vuelta, le Tour d'Espagne, une fois vainqueur également. Enfin, les classiques, dernière victoire en date, l'Amstel Gold Race, la classique néerlandaise. Après sa victoire, il est assuré de participer au championnat du monde, du moins, le croit-il, on lui a dit. Oui, mais on sait, dit-on. Et jusqu'à ce que le règlement de l'Union cycliste internationale lui interdise 40 ans, trop vieux. Alors, ce qu'il en pense, Joop Zoetemelk. Moi, je trouve ça dégueulasse. Surtout, je m'entraînais à fond pour faire championnat. Bon, moi, j'ai fait beaucoup de kilomètres en dehors du critérium. J'ai fait le Tour d'Hollande. J'ai fait beaucoup de courses de plus que 200 km en Belgique, des semi-classiques et tout ça. Surtout pour ce championnat, pour être donc mieux de mes conditions. Et une semaine avant le championnat, et bon, moi, c'est pas de le faire, c'est pas correct. Alors, Joop, ce café, il est pas trop amer? Non, un peu fort, oui, mais je vais éliminer demain à l'entraînement. Voilà, si le règlement change, eh bien, il pourra toujours courir l'année prochaine. Les résultats du quartet et du tiercé aujourd'hui, que vous allez voir s'inscrire sur votre écran, 9, 3, 12, 11 pour le quartet et 9, 3, 12 pour le tiercé, ce qui me semble assez logique. Vous ne voyez pas les rapports s'inscrire car la machine est en panne. Et je vois tout de suite les mauvaises langues, ce n'est pas notre machine qui est en panne, mais celle du PMU. La météo maintenant avec Laurent Cabrol qui a rejoint la rédaction d'Antenne 2 et que vous verrez de plus en plus souvent dans nos journaux. Alors Laurent Cabrol, on commence avec une météo
qui n'est pas très favorable, avec des images de pluie torrentielle sur le sud-est. Effectivement, nous sommes ici, sur ces images, nous sommes près de Remoulins, dans le Gard. Je pense que nous allons les voir tout de suite, voilà, effectivement. Et où il est tombé la nuit dernière 185 litres d'eau au mètre carré. Et en quelques heures, toute la région s'est retrouvée inondée. Pas de victimes, fort heureusement, mais à Tézier, 16 maisons ont été détruites ou endommagées. À Saz ou à Rochefort-du-Gard, des centaines d'hectares de vergers ont encore les pieds dans l'eau et la vendange sera impossible dans toute la région. Une de régions qui, bien sûr, demande à être classée zone sinistrée. Alors Voilà. on passe à la météo Alors, du on passe jour. à la météo, nous allons retrouver quand même le sourire, puisque t'as de beaux cieux, tu sais, c'est un peu notre titre aujourd'hui, t'as de beaux cieux, tu sais, parce que, simplement parce que le soleil retrouve sa place sur notre France, et le ciel retrouve également le sourire. Vous allez voir que ici, sur cette photo satellite qui est présente sur l'est, sur la photo satellite, je dis bien, oui, que nous sommes en train d'apercevoir, vous voyez l'anticyclone qui est à l'ouest de nos côtes, sur les côtes atlantiques, et une dépression sur le nord du pays, une dépression donc qui est en train de s'échapper vers les régions de l'est. Ça y est, nous y voilà. Et la photo maintenant, la carte du temps, la couleur du temps plus exactement pour demain, nous allons la voir, la voici. Et cette couleur du temps nous montre donc une progression de l'anticyclone sur la région de l'ouest de la France. Et donc cet anticyclone nous apporte de belles éclaircies, des éclaircies que vous apercevez pratiquement sur toutes les régions avec des orages qui vont s'échapper. Ces orages sont actuellement sur les Alpes du Sud. Les températures, maintenant pour terminer, les températures toujours pour demain, la journée de demain, les voici ces températures, sinon je vous les donne tout de suite. Nous aurons entre 17 degrés à Lille, c'est la température minimale, 17 degrés à Lille jusqu'à 22 degrés à Nantes en passant par 20 degrés à Paris, les voici, et sur la moitié sud de 20 degrés à Grenoble jusqu'à 28 degrés à Nîmes. Et aujourd'hui, et demain plus exactement, le soleil, lui, aura perdu 3 minutes. Il ouvrira ses volets à 7h02, il fermera ses volets à 21h41. Et bonne fête les Augustins. Merci Laurent, on vous a gâté pour vos débuts. Parfait, très bien. Alors, dernier journal tout à l'heure, on ne me fait pas le coup à moi. Dernier journal, c'est à 23h avec Hervé Claude. Quant à moi, je vous retrouverai avec beaucoup de joie dès demain soir à 20h. Bonsoir, excellente soirée sur Antenne 2.